It's very loving. That's what the world needs now. More love, more The world needs more a heart. Il m'aimait d'un amour que je n'étais pas capable de porter. Ces mots, prononcés à voix basse par Diana Ross à l'âge de 81 ans, ont traversé le temps comme un coup de tonnerre. Car derrière cette phrase se cache un secret resté enfoui plus d'un demi-siècle. Un secret qui porte le nom de Michael Jackson. Pendant plus de 50 ans, le monde a spéculé, chuchoté, imaginé une amitié hors norme, une admiration excessive, une relation ambiguë. Mais jamais, jamais Diana Ross n'avait confirmé ce que beaucoup soupçonnaient sans oser le dire à voix haute. Jusqu'à ce jour-là, pas devant des caméras, pas pour faire la une des journaux, mais dans l'intimité, presque comme une confession tardive. Michael Jackson l'aimait, réellement, profondément, d'un amour impossible à nommer. Alors une question s'impose, et elle dérange. Était-ce de l'amour, ou quelque chose de plus complexe encore ? Quelque chose qui dépasse les mots, les règles et même le temps ? Cette histoire n'est pas un scandale. Ce n'est pas une romance hollywoodienne, ni un conte de fées interdit. C'est une tragédie intime. Une histoire de silence, de retenue, de choix douloureux. Une histoire où deux êtres se sont trouvés trop tôt, ou peut-être trop tard. Car pour comprendre ce qui a réellement uni Michael Jackson et Diana Ross, il faut remonter bien avant les projecteurs, bien avant les stades pleins à craquer, bien avant Thriller, bien avant la légende. Il faut revenir à un enfant timide, presque invisible, et à une femme déjà au sommet du monde. Un enfant qui cherchait un refuge, et une femme qui, sans le savoir, allait devenir le centre émotionnel de toute une vie. Michael Jackson n'était pas encore une icône. Il n'était même pas encore un adolescent. Il était un garçon frêle, silencieux, souvent en retrait, écrasé par les attentes, par la discipline familiale, par l'industrie musicale qu'il façonnait déjà comme un produit. À 9 ans, on ne comprend pas encore l'amour, mais on comprend très bien la sécurité, la chaleur, le regard de quelqu'un qui vous voit vraiment. Et c'est à ce moment précis qu'entre en scène Diana Ross. Elle, c'était l'opposé absolu, une star confirmée, une femme puissante, libre, admirée, respectée. À Motown, son nom ouvrait toutes les portes. Elle incarnait la réussite, l'élégance, la maîtrise de soi. Pour le petit Michael, elle n'était pas seulement une célébrité, elle était une promesse, celle d'un avenir possible, celle d'une vie où l'on pouvait briller sans se perdre. Officiellement, l'histoire raconte que Motown a découvert les Jackson 5 grâce à Berry Gordy. Mais très vite, une autre version a circulé, une version plus belle, plus symbolique. Diana Ross présente les Jackson 5. Un mythe soigneusement construit par le label, mais que Michael, lui, a adopté comme une vérité intime. Parce que dans son esprit, ce n'était pas du marketing, c'était du salut. Aux yeux de Michael, Diana Ross ne l'avait pas seulement présentée au monde, elle l'avait sauvée de l'invisibilité. Et c'est là que tout commence. Une relation qui n'obéira jamais aux règles classiques. Une connexion qui grandira dans le silence, loin des regards, nourrie d'admiration, de dépendance émotionnelle et d'un attachement que personne, pas même eux, ne savait vraiment définir. À cet instant précis, personne ne pouvait imaginer que cette rencontre entre un enfant et une star allait devenir l'un des liens les plus mystérieux de l'histoire de la musique moderne. Mais les fondations étaient posées. Et sans le savoir, Michael Jackson venait de rencontrer la femme qui ne quitterait jamais vraiment son cœur. Quand les Jackson 5 arrivent à Los Angeles à la fin des années 60, tout semble sourire au destin. Les plateaux de télévision, les studios de Motown, les costumes impeccables, les sourires répétés à l'infini. Mais derrière cette façade éclatante, Michael Jackson reste ce qu'il a toujours été, un enfant terriblement seul. À 9 ans, il chante mieux que les adultes, danse avec une précision troublante, mais il ne parle presque pas. Il observe, il absorbe, il comprend très vite que pour survivre dans ce monde, il faut apprendre les règles, et parfois les imiter à la perfection. Et parmi toutes les figures qui gravitent autour de lui, une seule attire véritablement son regard, Diana Ross. Lorsque la famille Jackson s'installe à Los Angeles, Michael passe de plus en plus de temps chez elle, dans sa maison des collines d'Hollywood. Officiellement, il s'agit de visites innocentes. En réalité, ces moments deviennent essentiels pour lui. Chez Diana, il n'est pas le petit prodige. Il est simplement Michael. Il ne vient pas pour jouer, il vient pour apprendre, et surtout pour se sentir en sécurité. Diana Ross n'est pas seulement une mentor,
Elle est une incarnation vivante de ce que Michael rêve de devenir. Elle maîtrise chaque détail, la lumière sur son visage, l'angle d'une caméra, la manière de répondre à une question sans jamais se trahir. Michael la regarde faire en silence. Il mémorise ses gestes, ses intonations, sa posture, comme s'il étudiait une langue secrète, celle des stars qui ne se laissent jamais dévorer par la célébrité. Plus tard, il dira qu'elle lui a appris à sourire devant une caméra, à entrer sur scène comme si l'on y appartenait déjà, à ne jamais montrer ses failles, même quand elles sont profondes. Diana Ross lui enseigne bien plus que le métier, elle lui enseigne une identité. En 1971, Michael commence officiellement sa carrière solo, tout en restant membre des Jackson 5, et pour sa toute première apparition télévisée en solo, ce n'est pas dans une émission ordinaire qu'il se produit. C'est dans Diana, le grand show de prime time de Diana Ross. Ce choix n'est pas anodin, c'est un symbole, un passage de relais. Ce soir-là, il chante Got to Be There. Il n'a que 13 ans. Sa voix est encore celle d'un enfant, mais quelque chose a changé. Il se tient différemment. Il regarde la caméra. Il existe. Ce que le public ignore, c'est le travail invisible derrière cette prestation. Diana l'a préparé avec patience, presque avec tendresse. Elle le rassure, le corrige, l'encourage. En interview, elle dira de lui « Il est comme un fils ou un petit frère pour moi. Il m'admire tellement, alors j'essaie d'être un bon exemple. » La presse adore cette image. La diva accomplie qui guide le jeune prodige timide vers la lumière. Une relation presque maternelle, rassurante, parfaitement acceptable aux yeux du public. Mais derrière les portes closes, quelque chose d'autre commence à se dessiner. Car pour Michael, cette admiration n'est pas anodine. Elle est totale, exclusive, presque dévorante. Il ne se contente pas de l'aimer comme une mentor. Il la place au centre de son monde émotionnel. Il imite ses mouvements, sa façon de parler, jusqu'à la manière dont elle incline la tête sur scène. Pour lui, Diana Ross devient une référence absolue, un idéal. Des années plus tard, son frère Jermaine confiera que Michael ne voyait pas Diana comme un simple membre de la famille. Il la vénérait, et ceux qui connaissaient vraiment Michael sentaient que cette relation dépassait les mots rassurants utilisés en public. À l'époque, semble pourtant, personne ne parle de scandale. Il n'y a pas de rumeurs dans la presse, pas de photos compromettantes, juste une connexion discrète et constante entre deux artistes à des moments très différents de leur vie, l'une au sommet, l'autre en pleine construction. Ce lien n'a rien de choquant. Mais il est profondément personnel, et surtout, il pose les bases d'un attachement qui ne fera que se renforcer avec le temps. Car lorsque l'on offre à un enfant star ce qu'il n'a jamais eu, de l'attention sincère, de la douceur, une présence stable, on devient bien plus qu'un guide, on devient un repère, parfois même un refuge émotionnel. Sans que Diana Ross ne le réalise vraiment, Michael Jackson commençait déjà à l'aimer d'une manière qui allait dépasser toutes les catégories possibles. Et cette relation, encore silencieuse, allait bientôt entrer dans une zone beaucoup plus trouble, une zone où les frontières entre affection, dépendance et désir allaient devenir dangereusement floues. Michael Jackson a 20 ans. Pour la première fois de sa vie, il n'est plus vraiment un enfant, mais pas encore un homme. Il cherche à s'émanciper de l'ombre des Jackson 5, à prouver qu'il peut exister seul, autrement. Et c'est à ce moment précis qu'un projet inattendu surgit, The Wiz, une réinterprétation moderne du magicien d'Oz avec une distribution entièrement afro-américaine. Pour Michael, le film représente une opportunité artistique majeure. Son premier grand rôle au cinéma, une nouvelle étape. Mais il serait naïf de croire que sa motivation est uniquement professionnelle. Car sur ce tournage, une présence compte plus que toutes les autres, Diana Ross. Elle incarne Dorothy. Lui, l'épouvantail. Et pour la première fois, ils ne vont pas seulement se croiser sur un plateau ou dans un studio, ils vont partager le même quotidien pendant des mois. Le tournage a lieu à New York. Michael choisit de louer un appartement plutôt que de séjourner à l'hôtel, loin du bruit, loin des sollicitations. Et contre toute attente, Diana Ross décide d'y vivre avec lui. Pas de manager, pas d'assistant, pas de personnel. Juste eux deux. Ce qui s'est réellement passé derrière la porte de cet appartement n'a jamais été raconté publiquement, ni par Michael, ni par Diana. Et c'est précisément ce silence qui intrigue encore aujourd'hui. Sur le plateau, les équipes remarquent un changement. Michael, habituellement timide, réservé,
presque effacé, semble apaisé, détendu. Il rit davantage. Diana l'appelle « baby ». Ils arrivent ensemble, repartent ensemble, dînent côte à côte. Restent longtemps à discuter après la fin des prises. L'atmosphère entre eux est intime, mais jamais ostentatoire. Les rumeurs commencent à circuler doucement. Pas dans la presse, dans les couloirs, entre maquilleurs, techniciens, assistants. Personne n'ose poser la question frontalement. Il n'y a rien de visible, rien de condamnable. Juste une proximité troublante. Ce n'est pas une romance exhibée pour attirer l'attention. C'est quelque chose de privé, presque fragile. Pour Michael, cette période est déterminante. Il partage avec Diana des démos inédites, des esquisses musicales qui deviendront plus tard off the wall. Il lui fait écouter ses doutes, ses peurs, ses rêves. Elle l'écoute, le conseille, le rassure. Ces moments ne ressemblent pas à des réunions professionnelles, ce sont des instants de vulnérabilité. Selon un ancien assistant, c'est la première fois que Michael semble aimer sans jouer un rôle, sans performer, sans masque. Mais c'est aussi là que se dessine une frontière invisible. Car Diana Ross n'est pas une jeune femme. Elle est plus âgée, plus expérimentée. Elle connaît les règles du jeu, elle sait ce que coûterait la moindre rumeur. Elle comprend le déséquilibre émotionnel qui existe entre eux. Et peut-être qu'elle choisit consciemment de ne jamais franchir cette ligne. Michael, lui, n'analyse pas. Il ressent. Intensément. Totalement. Il s'attache à elle comme on s'attache à un point d'ancrage. Comme si, en sa présence, le chaos intérieur se calmait enfin. C'est là toute la tragédie de cette relation. Deux personnes profondément connectées, mais pas au même endroit émotionnel. Rien n'est officialisé, rien n'est dénié. Le silence devient une protection, une manière de préserver quelque chose que ni l'un ni l'autre ne sait comment nommer. Diana ne parle pas, Michael ne parle pas, mais leur proximité suffit à alimenter toutes les hypothèses. Et pourtant, quand le tournage se termine, chacun repart avec quelque chose d'irréversible. Diana Ross retourne à sa vie, à ses responsabilités, à son monde d'adulte. Michael Jackson, lui, repart avec un attachement encore plus profond, une certitude silencieuse, une attente peut-être. Car lorsqu'on goûte, ne serait-ce qu'un instant, à une forme de stabilité émotionnelle, il devient presque impossible d'y renoncer. Sans le savoir, Michael venait de franchir un point de non-retour, et ce qu'il ressentait désormais ne pouvait plus rester enfermé indéfiniment. Michael Jackson est au sommet du monde. Thriller n'est pas encore sorti, mais tout est déjà en place. Les studios, les chorégraphies, l'ambition démesurée. Il est sur le point de devenir l'artiste le plus célèbre de la planète. Aux yeux du public, il a tout, absolument tout. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose le ronge depuis des années. Lors d'une interview accordée au magazine Ebony, le journaliste lui pose une question en apparence anodine, presque banale. Quelle est la femme idéale pour vous ? Personne ne s'attend à ce qui va suivre. Michael ne sourit pas. Il ne détourne pas le regard. Il ne cherche pas une réponse diplomatique. Il répond immédiatement d'une voix calme, presque grave. « Diana Ross, je l'aime. » Le silence s'installe. À cet instant précis, Michael Jackson ne parle plus comme une superstar. Il parle comme un homme qui n'en peut plus de se taire. Il ajoute même que s'il pouvait épouser quelqu'un au monde, ce serait elle. Pas une actrice, pas une mannequin, pas une idole du moment. Diana Ross. Il a 24 ans, elle en a 38. Elle est mère, 2 fois divorcée. L'écart d'âge choque, la sincérité trouble. La déclaration fait le tour des médias. Certains y voient une provocation, d'autres une stratégie de communication. Mais ceux qui connaissent Michael savent une chose. Il ne joue pas avec ses émotions. Il est incapable de feindre ce genre de confession. Lorsqu'il parle ainsi, c'est que la vérité déborde. Diana Ross, fidèle à elle-même, ne répond pas. Pas de démenti, pas de confirmation, pas même une phrase apaisante. Elle choisit le silence. Un silence lourd, presque protecteur. Comme si répondre, dans un sens ou dans l'autre, risquait de tout briser. En coulisses, pourtant, la situation est bien connue. Jermaine Jackson confiera plus tard que Michael aimait Diana depuis des années, qu'il la considérait comme sa petite amie. Et surtout, qu'il devenait jaloux lorsqu'elle apparaissait au bras d'un autre homme. Jaloux, mais jamais violent, jamais possessif, juste profondément blessé. Puis arrive 1985, Diana Ross annonce ses fiançailles avec Arne Næss Jr., un magnat norvégien du transport maritime. Quelques mois plus tard, ils se marient en Suisse lors d'une cérémonie intime. Michael Jackson n'est pas invité. Il n'y assiste pas. Il n'envoie ni cadeau, ni message de félicitations.
Lorsqu'on lui demande pourquoi, sa réponse est d'une honnêteté presque douloureuse. J'étais jaloux, parce que j'ai toujours aimé Diana Ross, et je l'aimerai toujours. Après cela, quelque chose se brise en lui. Michael se retire. Il donne moins d'interviews. Il s'isole. Il devient plus silencieux, plus introverti. Le perfectionniste infatigable se transforme en une présence distante, presque inaccessible. Le monde continue de voir une superstar en pleine ascension. Mais en coulisses, Michael traverse l'un des moments les plus solitaires de sa vie. Ce n'est pas un scandale, ce n'est pas un drame public, c'est une blessure intime. Il comprend alors une chose essentielle. L'amour qu'il éprouve ne sera jamais partagé de la même manière. Et à partir de ce moment-là, il décide de se taire, définitivement. Michael Jackson ne parlera plus jamais d'amour en public. Il ne mentionnera plus Diana Ross dans ses interviews, comme si ce chapitre devait rester figé dans un espace intérieur, inaccessible aux autres. Mais ce que l'on ne peut dire trouve parfois un autre chemin pour s'exprimer. Car si Michael ne parle plus, sa musique, elle, commence à parler pour lui. À partir du milieu des années 80, quelque chose change dans la musique de Michael Jackson. Les chansons deviennent plus complexes, plus intimes, comme si, derrière les rythmes entraînants et les clips spectaculaires, se cachaient des messages codés, des émotions que Michael ne pouvait plus exprimer autrement. En 1987, il sort Dirty Diana. Immédiatement, le public imagine une femme dangereuse, séduisante, presque prédatrice. Michael expliquera que la chanson parle des groupies, de celles qui gravitent autour des célébrités pour les manipuler. Officiellement, le sujet est clair. Trop clair. Peut-être. Mais un détail intrigue ceux qui connaissent son histoire. Le copyright de Dirty Diana est déposé le jour exact du mariage de Diana Ross avec Arne Ness Jr. Une coïncidence troublante, presque impossible à ignorer. Pour beaucoup de proches, cette chanson n'est pas une attaque contre Diana elle-même, mais l'expression d'une frustration immense, une colère intérieure, le cri étouffé d'un homme qui vient de perdre définitivement celle qu'il aimait. La chanson est tendue, nerveuse, presque agressive, rien à voir avec les ballades romantiques traditionnelles. C'est la douleur qui parle, une douleur qu'il ne peut adresser directement à la personne concernée, alors il la transforme, il la masque, il la chante. Quelques années plus tard, en 1991, Michael sort Remember the Time, et le ton change radicalement. Cette fois, il n'y a plus de colère, plus de reproches, juste une nostalgie douce, presque mélancolique. La chanson pose une question simple. Tu t'en souviens ? Pas de demande, pas d'accusation, juste un souvenir partagé, un passé qui ne reviendra jamais. Dans le clip, Michael incarne un homme tentant de séduire une reine puissante, lointaine, presque inaccessible, dans un palais égyptien. Elle n'a pas de nom. Mais pour ceux qui le connaissent, l'inspiration est évidente. Jermaine Jackson confirmera plus tard que cette chanson était dédiée à Diana Ross. Et soudain, tout prend sens. Dirty Diana et Remember the Time sont les deux faces d'une même histoire. La perte et le souvenir, la frustration et la tendresse. À ce stade de sa vie, la musique devient le seul langage émotionnel que Michael Jackson s'autorise encore. Il ne parle plus d'amour dans ses interviews. Il ne se confie plus. Mais chaque note, chaque parole porte une émotion qu'il n'a jamais cessé de ressentir. Pour ceux qui ont un jour aimé quelqu'un de loin, quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas vraiment avoir, cette situation est familière. L'amour se transforme. Il ne disparaît pas. Il se réfugie ailleurs. Dans l'art, dans la création, dans ce qui ne peut pas être rejeté. Michael Jackson n'écrit plus des chansons d'amour. Il écrit des lettres qu'il n'enverra jamais. Et pendant que le monde danse sur ses tubes, lui continue de vivre avec cette présence invisible, silencieuse, persistante. Mais il reste une question que personne ne se pose encore à l'époque. Si cet amour était si profond, pourquoi Michael, à la fin de sa vie, fera-t-il un choix aussi lourd de sens ? En 2002, Michael Jackson met à jour son testament. À première vue, un document juridique parmi d'autres, froid, administratif. Mais une ligne, presque anodine, va bouleverser tous ceux qui la liront attentivement. Si sa mère, Catherine Jackson, ne pouvait plus s'occuper de ses enfants, Michael ne désignait ni un frère, ni une sœur, ni même la mère de 2 de ses enfants. Il désignait Diana Ross. Pour beaucoup, ce choix est incompréhensible. Pour ceux qui connaissaient Michael, il est d'une logique implacable. Diana était la seule personne à qui il faisait confiance sans réserve, celle qui n'avait jamais trahi son silence, jamais exploité son nom, jamais monnayé leur proximité.
Elle connaissait ses fragilités, ses peurs, ses blessures, et surtout, elle avait toujours su garder ses distances quand il le fallait. Ce geste n'était pas romantique, il était profondément symbolique. Michael confiait à Diana ce qu'il avait de plus précieux, comme s'il lui disait une dernière fois « Tu es celle en qui j'ai toujours cru ». Après la mort de Michael, en 2009, Diana Ross publie un court communiqué. Quelques phrases seulement. Pas d'interview, pas de plateau télé. Elle n'assiste même pas aux funérailles. Certains s'en étonnent, d'autres critiquent. Mais ceux qui comprennent le poids du silence savent que parfois l'absence est la forme la plus honnête du respect. Puis, des années plus tard, un détail refait surface. À Neverland, il existait une petite pièce fermée au public. Un espace discret, presque invisible, à l'intérieur des photos de Diana Ross. Rien de spectaculaire, pas un sanctuaire, plutôt un lieu de recueillement intime. Les employés l'appelaient par plaisanterie simplement la pièce Diana. Un fragment d'une vie que Michael n'avait jamais pu vivre. Et puis arrive 2025. Diana Ross a 81 ans. Elle parle peu, elle fuit la presse. Mais lors d'une conversation paisible en famille, elle laisse enfin tomber une phrase qu'elle avait gardée pour elle pendant plus de 50 ans, « Michael m'aimait », d'une manière qu'on ne peut pas facilement nommer. Quelqu'un lui demande doucement « Et vous, l'aimiez-vous aussi ?» Elle marque une pause, regarde sa tasse de thé et répond calmement « J'ai eu pour lui une immense tendresse, mais l'aimer comme lui m'aimait, je ne peux pas dire cela. » Ce n'est pas un aveu de rejet, c'est un aveu de lucidité. Diana comprend, avec le recul, que si elle avait rendu cet amour dans sa totalité, elle aurait peut-être brisé l'équilibre fragile entre admiration et affection. « Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûre de pouvoir porter », dira-t-elle. Alors elle a choisi la retenue, la distance, le silence, pour ne pas le blesser davantage. Quand on relit toute leur histoire, leur rencontre, leur proximité pendant The Wiz, la déclaration publique, le mariage manqué, les chansons codées, le testament, cette pièce silencieuse à Neverland, tout devient clair. Ce n'était pas une romance ordinaire, ce n'était pas un conte de fées, c'était un lien de toute une vie, présent, profond, jamais officiellement reconnu, mais impossible à effacer. Et maintenant, je vous pose la question. Pensez-vous que Michael Jackson a vraiment aimé Diana Ross ? Ou était-ce quelque chose d'encore plus complexe que l'amour ? Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour découvrir chaque semaine d'autres histoires vraies que le temps avait presque réussi à faire taire.